La terre a une mémoire. La terre a une mémoire et aujourd'hui, on ressort des noms qui ont fait mal. La loi Mouebara nous renvoie aux exactions du pool. Nous sommes en 99 sur les exactions qui ont été menées dans le pool, sur les fameuses opérations Mouebara. Les opérations Mouebara, ce sont des femmes qui ont été violées, des femmes qui ont été assassinées, des femmes qui ont été violentées. Et du jour au lendemain, nous passons des fameuses exactions Mouebara à la loi Mouebara. Quel est le message que l'État veut envoyer derrière? Se dire qu'on reconnaît, on veut faire mieux? Ou se sont-ils trompés de se dire, bon, allez, on reprend le même nom, mais cette fois-ci, on va le redorer un peu plus joli? Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir encore choisi TLR TV et bienvenue dans ce numéro de Droit de Savoir. Avec moi sur ce plateau, Eve-Lise Doriska Munzenze, bien connue du nom de la marquise de Vinza. Vous êtes diplômé des sciences et technologies de l'université Pierre-Marie Curie en France, où vous avez un master en biologie intégrative et physiologie, orientation, nutrition, qualité, santé de la Sorbonne. Vous êtes aussi passionné de l'Afrique, vous tissez des liens avec les producteurs pour transmettre les bases de la sécurité alimentaire. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour M. Perrin et merci à vous de me recevoir sur votre plateau. Je vous en prie, Madame la Marquise de Vinza. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous aussi, chers téléspectateurs qui venez de nous rejoindre pour la première fois sur TLR TV. Moi, c'est Christian Perrin. Doriska Munzenze, au fait, comment dois-je vous appeler? Doriska Munzenze ou la Marquise de Vinza? La Marquise de Vinza, c'est très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi? Pourquoi vouloir s'appeler par la Marquise de Vinza alors que vous avez un nom à vous? Alors, vous savez, M. Perrin, ça arrive au cours de notre vie où on se rend compte que nous portons un nom qui ne nous ressemble pas. Ce nom a été donné par nos parents. Et moi, j'ai choisi ce nom, la Marquise de Vinza. Pourquoi? Mon père est de Vinza, ma mère est de Linzolo. Et mon père a grandi à Madia. Et lorsqu'il y a eu les bombardements du Pôle, je fais partie de cette génération qui a grandi en ville, entre plusieurs pays. Et j'avais fait une promesse à mon père en disant, papa, j'irai voir là où vous êtes né. Et finalement, il y aura les bombardements de Vinza, avec tout ce qui s'est passé derrière. Et j'ai vu mon père triste. J'ai vu pleurer mon père lorsqu'on a bombardé Vinza. C'est à partir de là, du jour au lendemain, j'ai décidé de me faire appeler la Marquise de Vinza. C'est une façon de vouloir restaurer Vinza, c'est ça? C'est pour restaurer et pour dire que Vinza existe. Il y a des gens qui ont été assassinés, il y a des gens qui vivent. Ce n'est pas juste un point sur une carte. Vinza existe. Je porte un béret vert, c'est la question qu'on me pose souvent, en signe d'indignation. Indigné parce que c'est une république qui tue ses enfants. Indigné parce qu'on viole au Congo. Indigné parce qu'on tue, parce qu'on ne porte pas de masque. Indigné parce qu'on tue derrière et on ne répare pas. Je porte le combat des femmes, le combat des oubliés de la République. C'est tout simplement pour ça que je porte ce béret, pour rappeler aux gens que je suis une fille de Vinza et je suis une indignée de la République. Alors, Madame la Marquise de Vinza, l'humanité venait de célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars dernier. Et le mois, d'ailleurs, tout entier est consacré à la femme. Vous avez probablement suivi comment ça s'est déroulé au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, les femmes congolaises n'ont pas dérogé à la règle. Une lecture, si réellement vous avez suivi ce qui s'est fait au niveau de Brazzaville. Qu'en pensez-vous? Alors, le 8 mars, malheureusement, c'est le même cinéma, on va dire entre guillemets, le même spectacle auquel nous avons droit. On a droit au pagne, on a droit aux femmes qui boivent dans tous les bars de la ville. On a des femmes, on a envie de dire, qui, quelque part, font sauter leurs inhibitions. C'est un peu une journée de dépravation autorisée, légalisée. Voilà, au su et au vu de tous, on a besoin d'un pagne, on va défiler, on va boire et va rentrer ivre
les hommes savent que leurs femmes vont rentrer ivres et ils feront rien parce que c'est une journée, pour eux, c'est comme ça. Le 8 mars, c'est une journée où il y a toutes les inhibitions qui vont sauter et elles vont sortir. Et ce qui est triste derrière cette histoire, c'est que la femme congolaise a perdu ses repères. Nombreuses d'entre elles ne savent pas quelle est la valeur de ce fameux 8 mars. Et c'est drôle aujourd'hui, je vais vous donner le thème qui a été choisi par l'ONU, c'était l'égalité aujourd'hui pour un monde durable. Quelles sont les femmes? Combien de femmes savent, connaissent, ont pris connaissance de ce thème? Combien de femmes se disent est-ce que c'est aujourd'hui que nous devons prendre possession de la chose publique, revendiquer nos droits, avoir plus de visibilité, parler de parité? Personne ne parle de cela. Elles sont juste venues, comme toutes les femmes du Congo, prendre leur pagne. C'est d'ailleurs, tout le monde passe un petit coup de fil. Le 8 mars, moi, j'ai pas eu mon pagne. J'ai pas eu les 5 militaires. Et c'est important de dire, les festivités, c'est sur 2 jours. Le 7, on est chez le tailleur jusqu'à minuit, d'autres dans les salons pour crêper le chignon. Et finalement, le 8, ça commence. Et le 9, on récupère des femmes ivres. Voilà ce qui se passe au Congo chaque année, le spectacle auquel nous avons droit. Derrière ce 8 mars, on devrait entamer une réflexion, se dire pourquoi l'État, finalement, n'imposerait pas un cadre, se dire qu'on va fermer les bars et on va ouvrir les institutions. Proposer à toutes ces femmes, pourquoi pas, d'aller visiter l'Assemblée, d'aller visiter le Sénat, d'aller à la primature, rencontrer d'autres femmes qui travaillent dans ces institutions, ouvrir un débat d'échange, un débat idéologique, ou tout simplement, même au CHU, aller voir les femmes qui y travaillent. Et ça n'existe pas. Voilà, toutes ces institutions sont fermées et l'État est bien content. Quelque part, c'est l'État qui alimente cette dépravation des mœurs. On voit les hommes qui achètent les pagnes, qui donnent les 5 000 du tailleur. Oui, mais l'État alimenterait cette dépravation des mœurs pour quelle raison, selon vous? Quelque part, pour profiter, il y a quelque part, il faut se dire que lorsqu'on commence à réfléchir, lorsqu'on rentre dans une démarche de réflexion, c'est embêtant. Une femme qui réfléchit, c'est compliqué. Voyez-vous, M. Perrin, moi je porte un béret, ça dérange. Combien de femmes de la République portent un béret avec un kanzaku ou un pagne? Ça n'existe nulle part. Derrière, il y a une démarche, il y a une réflexion. Et ces femmes-là, on ne les veut pas au Congo. Nous, on veut des femmes qui bougent les reins, on veut des femmes, Kokona Mboto, excusez-moi du terme, des femmes d'intérieur qui ne parlent pas, qui restent là où elles sont. Et c'est ça toute la problématique. L'État a besoin que les femmes soient reléguées au second rang, que les femmes soient reléguées au rang de secrétaire, de Simbassa ou de cuisinière. On veut ces femmes. Depuis que la République est République au Congo, a-t-on eu une femme Premier ministre? A-t-on eu une femme ministre de la Défense? Jamais. Pourquoi? Parce que l'État est conscient que nous en sommes incapables. Erreur. Nous avons des capacités de travailler, de donner le meilleur de nous-mêmes au même titre que les hommes. Et ça, l'État ne nous reconnaît pas ce droit. Et quelle est donc la place de la femme au Congo Brazzaville? Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme si la femme a été chosifiée, c'est cela? La femme a été chosifiée et quelque part, celles qui sont devant ne revendiquent pas cette place pour tirer les autres. Le gouvernement, on en parlera, ne respecte déjà pas la parité. Et pour les femmes qui sont au gouvernement, elles ne se battent pas pour tirer les autres, sortir de l'ombre. On les voit, malheureusement, lorsqu'il y a des campagnes législatives, pour créer de l'agitation, aller chercher les mamans au marché, faire du nombre, ça, on en a besoin. Mais lorsqu'on rentre dans une démarche de réflexion, combien de femmes ont animé un meeting politique? Je n'en ai pas vu pendant les élections présidentielles. Quelle femme qui a pris la parole pendant 1 heure pour défendre les valeurs de la femme? On a eu une campagne, on nous a parlé du foufou, on nous a parlé des safou, du manioc. Nulle part on nous a parlé, cette fois-ci, de construire une institution forte pour les femmes où les femmes qui seront battues, violées, auront un référent à n'importe quelle heure de la journée. À 22 heures, une femme qui est violée à tel endroit a un numéro, un standard, un numéro libre avec un médecin au bout du fil pour pouvoir parler. Ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il y a, oui, évidemment, Madame la Marquise de Vinza, je crois qu'il y a une loi qui venait d'être adoptée sur notamment la protection de la femme contre les violences qui sont faites à elle. On va y revenir, mais continuons d'abord
comme qui dirait, l'actualité oblige. Alors, pendant qu'on est en train de célébrer cette journée internationale de la femme, une jeune étudiante, bien entendu, de 27 ans, en master à l'université Marion-Wabil, il s'agit bien entendu de Chancelia Mulunga, est en train, j'allais dire, de pourrir en prison depuis plus d'une année, détenue arbitrairement. Et curieusement, ni la ministre de la Promotion de la femme, ni une quelconque association de défense des intérêts des femmes n'a fait illusion de ce cas. C'est drôle parce que Madame Nyani est ministre depuis 2016, la promotion de la femme, quelque chose. Et depuis 2016, il se passe beaucoup de choses dans notre pays. Des femmes sont violées, des femmes sont violentées, des femmes sont battues. On en reparlera un peu plus tard. Et jamais on ne l'a vu prendre ce combat à bras-le-corps pour dire un enfant, une femme a été tuée à tel endroit, je me suis rendue pour défendre cette femme. Une femme a été abattue, une femme a été violée. C'est toujours les réseaux sociaux qui nous ramènent ces histoires macabres. Aujourd'hui, une loi a été promulguée, je ne sais pas si elle a été promulguée, la loi Emilienne Mouebara. La terre a une mémoire. La terre a une mémoire et aujourd'hui, on ressort des noms qui ont fait mal. La loi Mouebara nous renvoie aux exactions du pool. Nous sommes en 99 sur les exactions qui ont été menées dans le pool, sur les fameuses opérations Mouebara. Les opérations Mouebara, ce sont des femmes qui ont été violées, des femmes qui ont été assassinées, des femmes qui ont été violentées. Et du jour au lendemain, nous passons des fameuses exactions Mouebara à la loi Mouebara. Quel est le message que l'État veut envoyer derrière? Se dire qu'on reconnaît, on veut faire mieux? Ou se sont-ils trompés de se dire, bon, allez, on reprend le même nom, mais cette fois-ci, on va le redorer un peu plus joli? Est-ce qu'on peut penser que c'est là une opération de marketing politique, question un peu de blanchir, en fait, ce nom qui a été probablement vilipendé avec ces opérations que vous venez là de faire mention? Alors, vous savez, ça ne plaira pas à tout le monde ce que je vais dire, mais l'une des qualités majeures des acteurs du PCT, c'est le larbinisme. Aujourd'hui, je pense que le président Denis Sassou Nguesso, il doit en avoir marre quand même. On voudrait savoir, Madame Mouebara, c'est très bien, c'est la maman du président. Qui elle était cette dame? Personne ne nous parle de cette dame. Était-elle une militante des droits humains? Était-elle gendarme, policière? Peut-être parce qu'elle a donné un président aux Congolais. Non. Pourquoi ce nom est utilisé à tort et à travers? Si elle a donné le nom au président, mais ça serait bien que tous les présidents de la République, leur maman ait des lois. Président Pascal Lissouba, de mémoire, je n'ai pas de souvenir qu'il y ait une loi au nom de sa mère. Président Youlou, si on peut revenir, ils ont des héritiers. Ils pourraient se battre pour la mémoire de leur grand-père, grand-mère, pour que ça puisse revenir. Quelque part, ce n'est pas logique. On est dans le fanatisme aveugle. Nous voulons que les institutions puissent avancer. Avait-on besoin de mettre la loi Emilienne Mouebara, de l'appeler ainsi? Oui, je vous en prie, allez-y. Je rappelle, M. Perrin, que des femmes ont été violées, des femmes ont été assassinées. Et c'est dans cette même République où, d'un côté, on a eu Opération Mouebara, et dans cette même République, nous aurons la loi Mouebara. Que pensez-vous des familles de ces victimes? Qui en parle de ça? Mais lorsqu'on parle de la loi, il faut d'ailleurs rappeler ce que c'est que la loi au Congo-Brazzaville, j'allais dire l'appareil judiciaire, mais aussi la police, les forces de l'ordre. Or, ici, évidemment, ça nous ramène donc de parler de tout ce que nous avons vécu entre-temps, j'allais dire le cas Merveille, le cas de la petite fille de 3 ans qui a été abattue par la police à Mouyondi. Il y a bien des exactions comme ça, et comme je disais, peut-être que nous y reviendrons, mais je veux qu'on parle d'abord de la situation d'actualité d'ailleurs, cette jeune fille dont les images circulent sur les réseaux sociaux, une demoiselle qui a mis au monde
tout s'est probablement bien passé, mais elle est retenue à l'hôpital de Linzolo depuis 2 semaines et parce qu'elle n'a pas l'argent. Et là, je me posais la question de savoir comment cela peut s'expliquer dans un pays pétrolier où on produit du pétrole, un pays qui a du bois, un pays qui a des minerais. Et donc, à quoi sert tout cet argent si on peut, pour une demoiselle qui vient de donner la vie, qui comme on dit, la femme, c'est la mère de la nature, elle vient là de donner naissance à un enfant. Mais on la garde en otage sous simple prétexte qu'elle n'a pas d'argent. Vous savez, monsieur Perrin, il nous manque de la réflexion dans les démarches que nous posons. Il y a une loi qui a été promulguée pour condamner les coupables. Mais cette jeune fille de Linzolo qui est prise en otage, qui est le coupable? L'État. Il n'y a pas eu de réflexion tout au long de cette démarche pour que cette loi puisse être promulguée. Nous n'avons aucun indicateur. Madame Ingani ne donne aucun indicateur de 2016 à 2022 sur les violences faites aux femmes. La mortalité en couche, les jeunes filles mères, la malnutrition infantile, l'employabilité des femmes. Nous n'avons aucun indicateur. Et du jour au lendemain, on veut sanctionner les coupables, mais dans le cas de cette jeune fille, qui on va sanctionner? Prise en otage dans un hôpital de la République, et ça n'émeut personne. Personne ne s'est levé. Et aujourd'hui, grâce au pouvoir des réseaux sociaux, nous réussissons à avoir des images de l'arrière-pays. Combien sont-elles prises en otage au fin fond des villages parce qu'elles n'ont pas de quoi payer? L'appel a été lancé, la diaspora va peut-être contribuer, mais va contribuer à quelle hauteur? Et pour combien de temps? Nous n'avons pas résolu le problème. Derrière cette évidemment, c'est la question que je me posais. Et pourquoi est-ce que la diaspora va continuer à organiser, je ne sais pas moi, des quêtes pour venir en aide? C'est vrai, ce qui est d'ailleurs important aux Congolais qui sont en difficulté. Mais que fait donc l'État? Où sont passés les services sociaux? Où passe tout cet argent? Du pétrole, comme je le disais, du bois, des minerais? J'ai presque envie de dire, monsieur Perrin, on nous parlait des générations futures. Je fais partie des générations futures. Ils avaient planqué notre argent dans les paradis fiscaux. 14 000 milliards. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là. Qu'ont-ils fait de cet argent? On en reviendra à ce fameux débat. Ils vont dire la crise est passée par là. Très bien. Le baril du pétrole, c'est la même chanson qu'on entend. Est-ce que les gens qui sont au village connaissent ce discours? Ils en ont besoin. Le Congo ne se résume pas à Brazzaville et Pointe-Noire, où on a besoin de voir des belles rues, des belles femmes. Le Congo, c'est toute cette diversité de femmes. Et toutes ces femmes doivent bénéficier des mêmes avantages de la République. Aujourd'hui, cette loi, c'est une loi pour un écosystème d'une certaine catégorie de femmes. Personnellement, je ne m'identifie pas dedans. Elle ne changera rien à ma vie de femme. Elle ne changera rien à la vie des femmes que je côtoie au pays. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un clivage. D'un côté, il y a la ministre dans son monde, ils ont promulgué une loi, elle a fait le job, et de l'autre côté, il y a toutes ces mamans du marché, il y a toutes ces jeunes filles dans les villages, il y a toutes ces jeunes filles qui sont violentées, et il n'y a pas eu de dialogue avec la police. On va reprendre le cas de Merveille Bazonzila. Vous vous rendez compte que les gendarmes qui vont marcher sur la tête d'une jeune fille, aucune femme de la République ne s'est levée pour dire ce que nous avons fait est mal. Personne. Aujourd'hui, on veut applaudir une loi qui sort du néant, une loi qui porte le nom des exactions dans le pool. Bon, monsieur Perrin, soyons sérieux. Évidemment, lorsque vous dites que aucune femme ne s'est levée pour dénoncer évidemment les crimes, et là vous faites d'ailleurs allusion au cas à Merveille Bazondila, est-ce que on peut pas penser que parce que la population congolaise, comme disait quelqu'un, est résignée pour avoir probablement vécu certains événements qui ont laissé des marques dans leur conscience? Bien sûr que la population est résignée. Où voulez-vous que cette population aille? Ils n'ont que le Congo comme pays. Nous sommes à l'étranger. Nous vivons dans 2 pays. Et certains d'entre nous ne peuvent pas rentrer. Ces femmes-là, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent?
Cette population, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? 97, 98, 2000. On va prendre le cas du pool. Croyez-vous que oui, les gens... 2016, 2018, oui. Je suis parti dans le pool, monsieur Perrin. Vous savez ce qui se passe dans le pool? On ne plante plus rien. La seule chose qu'on fait dans le pool, c'est ramasser les feuilles de manioc et faire du charbon. C'est tout. Pourquoi on ne plante plus? À peur de se dire, nous allons planter, et au moment des récoltes, la guerre va arriver, on va se retrouver en forêt et d'autres vont bénéficier. Ils sont rentrés dans le pool, ils ont demandé, on va récupérer les arbres, c'est bien beau, ok? On va procéder à la réinsertion des rebelles, ok? Et les jeunes filles qui sont là, qui a pensé à elles? Les mamans qui ont subi cette guerre, qui a pensé à elles? C'est les mamans qui partent au champ, qui avaient des champs de manioc, qui du jour au lendemain ne font plus rien. Un village comme Madia vit du marché total. Incompréhension. Ils attendent de la nourriture qui vient de Brazzaville. L'apport est là. Nous ne résolvons pas les problèmes de fond. Alors que bien avant, c'est bien ces villages-là qui ravitaillaient Brazzaville. Et maintenant, c'est l'inverse. Qui ravitaillaient Brazzaville. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Tout ce bruit, tout ce charabia appartient à un écosystème défini. Ça n'arrive pas aux oreilles des populations qui ont subi dans leur chair, qui ont subi dans leur vie, et à ces populations à qui on n'a même pas reconnu le statut de victime, à qui on n'a pas demandé pardon. À un moment donné, il faut que la République comprenne qu'on s'arrête. Il faut convoquer des assises, qu'on fasse la paix, même si ce n'est pas une conférence nationale. Partir dans le coup, pour certains, ça hérisse le poil. Ils se disent, je pars en terrain de guerre. Personne aujourd'hui s'est arrêté pour aller parler aux mamans du pool, sauf pour leur payer des pagnes pour qu'elles viennent danser quand elles viennent. Oui, évidemment, il y a aussi ces séquelles-là qui... Les séquelles, les germes, nous portons les mêmes germes de destruction. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à avoir des téléphones. Nous avons des jeunes dans le pool qui rêvent de s'évader, qui rêvent de devenir médecins, qui rêvent tout simplement d'avoir une belle vie à Brazzaville. Ils ont le droit de rêver. Rêver, ce n'est pas interdit. Mais lorsque la République ne donne pas les moyens de concrétiser nos rêves, nous créons des frustrations, nous créons des clivages ethniques, des clivages régionalisés qui font que demain, on ne va pas se supporter. Oui, après on est surpris de voir ces jeunes gens faire en fait intégrer les groupes des petits voyous, alors que là, évidemment, comme vous le dites, il y a d'abord ces séquelles-là, il y a ce traumatisme que ces jeunes parfois ont vécu et qui font en fait d'eux des gens passibles, soit à toute forme de corruption, de violence. Il faut craindre que dans 2 matins, qu'on parle du terrorisme au Congo, bien entendu. Terrorisme, je ne stigmatiserai pas une certaine catégorie de la population. Il n'y a qu'à aller se balader dans nos grands marchés. Personne ne parle de l'islamisation du Congo. Le Congolais vend tout. On se réveillera un matin, on va nous imposer la charia, porter la burqa, arrêter de porter les shorts, les femmes vont se mettre... vont être voilés, personne n'en parle. Le débat est ailleurs. Parce que nous avons des écuries qui défendent chacun un certain label. C'est comme ça. Nous avons élevé la médiocrité au rang d'excellence. On est promu parce qu'on est nul. On est promu pour un défaut de résultat. On est promu parce qu'on ne fait rien. On est promu parce qu'on est le neveu de X ou Y. On est promu parce qu'on appartient à telle famille. Non. Le pire est à venir. Les Saoudiens dans le tourisme, on va en parler. On va chercher des gens à gauche et à droite, mais les talents, nous les avons. Ils ne veulent pas recruter les vrais talents de la diaspora. On veut toujours on veut des tableaux de facettes. On veut montrer qu'on a fait. Non, mais ils sont passés par là. Il y a eu un recrutement au niveau de Paris. On est venu recruter Apparemment, des compétences. on attend de voir qui va rentrer. On n'a toujours pas eu de compatriotes qui nous ont dit réellement qu'ils sont rentrés, qu'ils ont un poste. On attend, mais tant mieux. Exercice. Alors, à quoi peut ressembler donc une loi, puisque c'est d'elle que vous parlez aujourd'hui, la loi pour protéger les femmes contre les violences? Cette loi, comment pourra-t-elle fonctionner face à une justice
pratiquement inexistante, hein, face à une police aussi aujourd'hui devenue une milice. Je le dis simplement parce que nous nous rappellerons donc du cas Barros, cette jeune dame qui avait été en fait électrocutée par un Libanais, comme on l'a dit au départ, ce Libanais qui s'est targué d'ailleurs être l'ami de Denis Sassou Nguesso. Et jusqu'à aujourd'hui, la justice n'a jamais été rendue. Vous avez cité le cas de Merveille. Il y a aussi le cas de Chloé qui a trouvé la mort sur le lit de l'hôpital, le lit d'accouchement d'ailleurs, parce que ce jour-là, elle est allée pour mettre au monde. Et curieusement, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Après, on dira qu'elle était atteinte de Covid. On a mené à Loyono. La demoiselle a été abandonnée. Mais tout compte fait, après sa mort, on s'est rendu compte que finalement, elle n'était pas atteinte de Covid. Et pour régler cette affaire, le général Jean-François Ndengue, qui est le directeur général de la police au Congo-Brazzaville, s'est rendu donc chez les parents pour donner un peu d'argent. Et puis bon, voilà, depuis là, on n'en parle plus. Donc, justice n'a jamais été faite. C'est comme si l'argent suffisait pour aller régler ce genre de problème. Alors, moi, je me posais la question de savoir comment et à quoi ressemblerait donc une loi? Parce que le Congo, ce ne sont pas des lois qui manquent. Là encore, une autre loi. D'ailleurs, le nom, vous l'avez décrié, parce que, bon, un nom qui fait référence à des violences que les gens ont vécues. Est-ce que vous pensez que cette loi pourra, évidemment, faire bon chemin, ou bien c'est juste pour venir plaire au prince, comme qui dirait? C'est drôle. Les lois au Congo. Les lois au Congo, il y en a. Est-ce qu'on les applique? C'est une autre question. Et j'en reviens à demander à la ministre, quels sont les acteurs qu'elle a rencontrés avant la promulgation de cette loi? Il aurait fallu un débat en amont entre les différents corps, de la police, de la gendarmerie, de la justice, de la médecine, parce que quand une femme est violée, la première des choses, elle va partir à l'hôpital. Après l'hôpital, c'est le commissariat. Mais le problème, les gens qui sont censés nous protéger sont des milices qui effraient les populations. Combien de femmes sont violées et préfèrent rester à la maison? On voit des vidéos sur les réseaux sociaux. On a violé ma fille à la maison. Mais qu'est-ce qu'elle fait à la maison? Elle est d'abord censée partir à l'hôpital, faire les premiers examens. Oui, mais il y a aussi ce phénomène où finalement la population... Il nous a fait une loi, c'est bien. Je disais, il y a aussi ce phénomène où les populations, finalement, ont peur d'aller à la police, elles ont peur d'aller à l'hôpital. Comment expliquer vous cela? rendez compte, à Mouyonzi, je vous donne un exemple. Une jeune fille, un petit enfant, une petite fille de 3 ans, a été abattue à Boubor. La population qui prend le corps de cet enfant, qui vient déposer sur les marches du commissariat. Est-ce que, M. Perrin, vous vous rendez compte du niveau d'ensauvagement de notre population, du niveau de violence? Une violence subie, une violence qui est ressortie, et qu'est-ce qu'on fait derrière? On renvoie de la police pour calmer la population. Donc la violence, c'est toujours un cycle de violence sans fin. Et pour calmer la famille, on vous donne une petite enveloppe. Attention, taisez-vous, parce que si vous faites encore du bruit, on va revenir, on va casser la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On enterre les vérités vivantes. On enterre les colères vivantes. On enterre les crispations et on ne discute pas. Cette loi n'avait pas lieu d'être. Il fallait en amont convoquer des assises. J'aurais demandé des assises de la jeune femme congolaise pour parler de parité, pour parler de sécurité, pour parler des fondamentaux. Les fondamentaux, personne n'en parle. Le 8 mars s'est passé, on en parlera l'année prochaine. On a eu nos pagnes, on a eu nos 5000, on a bu nos bières, c'est passé. Qui va nous apporter ces chiffres en termes d'avancée? Nous, on ne les a pas. On a un service qui s'occupe des statistiques au Congo. Je pense qu'ils doivent travailler sur ça, mais ce serait bien qu'ils publient ces travaux pour qu'on puisse en discuter. Même si la femme, la maman au village n'est pas en mesure de discuter, nous sommes en mesure de discuter, de proposer des pistes de solutions concrètes. La pandémie est passée par là, la pandémie a fait beaucoup de mal. Et la pandémie a rajouté des mots dans les mots. Donc, en matière d'insécurité, en matière d'incivisme, on a toujours ce clivage entre la police et les populations. On est toujours dans la répression permanente. On est toujours dans ce pays où la police brise les jambes des jeunes. Voilà où est le Congo. Et on nous pond une loi
sur les femmes en 2022 qui sort de nulle part. A-t-on consulté ces femmes? Les a-t-on demandé? Est-ce qu'on ne peut pas penser que finalement les femmes ont une part de responsabilité dans tout cela? Est-ce qu'elles sont vraiment impliquées dans la recherche, bien entendu, des solutions à leurs problèmes? J'en reviendrai à la première partie de notre échange, M. Perrin. Nous avons des écosystèmes favorables où on a une certaine classe d'élite qui sont dans des palais feutrés qui vont parler de la femme à leur échelle. Et nous avons les femmes congolaises qui sont au marché et les femmes congolaises qui vivent dans les villages. Qui les a entendues? Personne. Pour parler en termes de favorisation, favoriser une femme, c'est lui donner les moyens de pouvoir s'émanciper, avancer, être éduquée, aller à l'école. Si vous ne lui donnez pas ces fondamentaux, comment voulez-vous qu'elle puisse s'exprimer? Si pour pouvoir parler, elle a besoin de parcourir 40 kilomètres, elle ne les fera pas tous les jours. On sillonne le pays juste pendant les élections présidentielles. C'est là où on se rend compte que le Congo est grand. Il y a du monde à Mosaka, il y a du monde à Bétou, il y a du monde à Infondo, au fin fond de je ne sais où. Mais le reste du temps, ces femmes n'existent pas. Le 8 mars, pourquoi ils ne font pas une caravane pour rencontrer ces femmes congolaises? Pour leur donner les moyens, c'est bien beau. Elles n'en ont pas. Je n'ai pas de téléphone, je fais comment, M. Perrin? Je suis au courant qu'il y a une loi qui a été promulguée. Je n'ai pas de télé. Est-ce que je suis au courant qu'il y a une loi qui est sortie? Enfin, je vais leur dire, c'est la femme, mais à un moment qui est au village, ce n'est pas son problème. Et la condition de la femme n'a pas changé. Moi, je défends ces femmes, cette classe de femmes, les femmes rurales, ces femmes qu'on n'entend pas, ces femmes oubliées de toutes, ces femmes qu'on ne veut pas voir et ces femmes qui ne représentent pas le Congo selon leurs critères. Voilà. Moi, je ne fais pas partie de ces femmes, de ces palais feutrés qui viennent nous pondre un discours qui ne représente pas du tout la femme congolaise. Voilà. Se battre, oui, nous battons, je suis une femme. Je me bats tous les jours. Voilà. Mais seule, je n'y arriverai pas. Ensemble, on ira plus loin. Mais c'est aussi le moment de souligner, entre femmes, pourquoi le combat n'avance pas. Il y a un problème de leadership, le leadership au féminin. Tout le monde doit être présidente de quelque chose. Tout le monde est présidente à vie d'une certaine institution. Tout le monde va avoir, voilà, sa petite cour et va réunir en maître et on est incapable de travailler. Jamais dans l'histoire du Congo, un 8 mars, on a vu des femmes du PCT à côté des femmes de Yuki ou des femmes de je ne sais quel autre parti, s'asseoir ensemble et discuter tout simplement en tant que femmes. Ça n'existe pas, on se regarde en chaîne faïence parce que nous portons un drapeau d'une certaine classe politique et on ne peut pas s'associer aux autres. Erreur. Cette loi, je répète, ne représentera pas la femme congolaise et ne pourra rien faire pour changer la condition de la femme congolaise. Alors, il y a également ce phénomène où finalement, les grandes personnes qui abusent des mineurs, la pauvreté est donc, bien entendu, ils abusent des mineurs et ces gens qui sont d'ailleurs des personnalités qui occupent les grandes fonctions parfois dans la société, est-ce qu'il ne faut pas également regarder dans ce sens-là comment, s'il faut, si c'est le cas bien entendu, tombe aussi une loi dans ce sens pour punir ces hommes qui abusent. En fait, c'est un trafic d'influence. Le trafic du pouvoir aussi. Par rapport aux postures et positions politiques qu'ils ont, oui. C'est un bel exercice. Madame Ingami s'est donné elle-même du boulot. Elle s'est donné du pain sur la planche, de pouvoir appliquer la loi qu'elle va promulguer, la loi qu'elle défend. Ça fait partie de son environnement. C'est le seul pays où on est content d'avoir des Mbappé. On les appelle les Mbappé, les petites filles qui traînent dans les rues. Les Mbappé, c'est quoi? Les Mbappé, les jeunes filles qui font de la prostitution, aux yeux et vus de tous. À 18h, elles traînent dans les petites ruelles de la capitale ou de Pointe-Noire. Voilà. Il y a eu les Mbappé, le phénomène Oudjana, c'est pareil. Rien n'était fait. On les retrouve tous, toutes ces filles dans des hôtels. Ils n'aiment plus le terme hôtel, ils aiment bien le terme auberge. Ça, c'est connu. Mais derrière, il n'y a pas de sanction. Voilà. C'est une première. Nous allons attendre. Mais aussi, il faut que la parole se libère du côté des victimes. Supposer que ces jeunes filles puissent dire « Moi, j'ai eu un enfant avec tel ministre. » Voilà. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Ce sera une première dans la République. On ne l'a jamais vu. Et c'est là on va voir si Mme Ingami pourra prendre part à ce combat de femmes et se dire « Je me positionne en faveur des victimes et non de mes collègues du gouvernement. »
Donc l'exercice, elle s'est donné son propre exercice et nous attendons qu'elle puisse nous apporter des solutions, vu que c'est elle qui porte cette loi aujourd'hui. Mais sinon, les victimes sont là, les victimes existent. On a eu, il n'y a pas si longtemps, l'affaire Aquala, de la jeune fille qui était venue sur les réseaux sociaux d'étaler qu'elle avait eu un enfant avec l'ex-ministre. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est pareil aujourd'hui. Les hommes abusent de leur position politique, de leur position sociale, parce qu'ils savent que la pauvreté est la racine de tous les maux. Donc, c'est comme l'offre et la demande. La petite a besoin d'argent, moi j'ai besoin d'assouvir une passion, bah, qu'est-ce que je fais? J'alimente ce système. Voilà. Quels sont les indicateurs de prostitution? Voilà. Les acteurs associatifs qui sont sur le terrain n'ont jamais été conçus. Ces acteurs-là, personne n'en parle. Et aujourd'hui, on se retrouve à se dire, on va condamner les victimes. Lesquelles? Nous attendons. Nous sommes en 2022, nous sommes en mars 2022. On attend d'ici 3 mois. Les victimes, il y en a tous les jours. Hein, je rappelle, M. Perrin, il y en a tous les jours. Et nous attendons. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. La marquise de Vinza, alors, quelle alternative dans ce monde-là, tel que présenté, dans ce contexte qui est le Congo-Brazzaville? Quelle alternative et que direz-vous aux femmes congolaises, finalement? Alors, donner des conseils, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Chacun de nous a son chemin, chacun de nous a sa route tracée. Ce qui est important de se dire, nous avons besoin de modèles, de femmes qui correspondent à notre génération. Je vais vous en citer quelques-unes. Je vais vous parler de Luce Ngangoué, que vous devez connaître. Tout à fait, l'activiste, oui, l'activiste des droits de l'homme. Qui milite au sein du Ras-le-Bol. Cette jeune femme a été arrêtée en 2018. Personne ne parle d'elle. Elle est sortie de prison. Ni les médias au niveau du Congo n'en parlent pas. Voilà. Elle est sortie de prison, elle est arrivée sur le terrain et aujourd'hui, elle est toujours là en train de se battre pour les droits humains. Je parlerai de Priska Massosa, une dame que vous devez peut-être connaître, qui est à Pointe-Noire, qui a une association qui s'appelle Femmes de Grâce. Et cette femme, elle s'est battue avec des consoeurs pendant tout le confinement pour aider les autres à trouver un sac de riz, à trouver quelque chose pour que les familles ne puissent pas sombrer dans la pauvreté. Je vais vous parler également de Léo Kadi Mireille Pindi, une grande sœur, elle qui est sur Nkaï, qui connaît cette misère, qui se bat pour réinsérer ces jeunes femmes, pour qu'elles puissent avoir de quoi se nourrir, avoir un petit atelier de couture pour pouvoir avancer. Et voilà, il y a tous ces visages de femmes que l'on ne verra nulle part, qui existent. Et ça, ce sont des modèles auxquels j'ai envie que les gens puissent se référer. Je suis plus âgée que la plupart d'elles, mais je suis fière de voir que cette élite, cette catégorie de femmes qui représentent le Congo, nous représente toutes. Et je ne donnerai pas de conseils, je dirais, suivez ces femmes. Voilà, c'est ce que je donnerai en dernier conseil. Alors donc, suivez ces femmes. Vous avez également parlé des états généraux des femmes au Congo. J'espère que vos propositions vont tomber dans les bonnes oreilles. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, la marquise de Vinza, à moins que vous ayez une préoccupation, une dernière préoccupation, qui pourra compter pour le mot de la fin. Sinon, on peut clôturer. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre plateau. Et j'espère qu'il y aura plus de femmes. On est le mois de la femme, M. Perrin. J'espère qu'on verra plus de femmes sur TLR qui viennent parler, même en Mounouktouba, même en Lingala. Voilà, qu'elles viennent dire ce qu'elles portent comme combat. On a besoin que ce combat soit entendu. On a l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses ne bougent pas. Il y a énormément de choses qui se font, il y a de belles choses et il y a beaucoup d'espérance au Congo. On ne s'arrêtera pas sur tout ce qu'il y a de mauvais, de négatif. Les hommes passent, mais la République reste. Et pour qu'elle devienne forte, on a besoin qu'il y ait des femmes fortes pour porter ce combat des femmes en avant. Oui, mais Madame la marquise de Vinza, c'est sûr que les femmes qui vous suivent auront besoin d'entrer en contact avec vous parce qu'on a toujours besoin de ceux qui ont aussi des bonnes idées. Pourquoi pas, peut-être qu'elles voudront
qu'un jour, que vous soyez ensemble, créer, pourquoi pas, une association pour commencer à conscientiser, sinon à orienter la jeune femme congolaise. Comment feront-elles pour vous contacter? Et une page Facebook, Doris Kamundzenze, la marquise de Vinza. Je suis facile à retrouver sur Facebook. Je suis la seule femme qui porte un béret vert. Je suis facile à retrouver. Voilà, il n'y a qu'à taper sur Facebook, on me retrouve facilement ou sur Google. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vous aussi, merci de nous avoir suivis. Je vais simplement vous rappeler, donc pour prière, c'est de liker, de partager, mais aussi de vous abonner pour ne rien manquer de TLR TV. Moi, je vous dis donc au revoir et à très bientôt. Merci.